Bon, ici je vais parler d'un sujet qui va virer vers d'autres sujets très importants, mais dans un premier temps, on va parler de ceci, le hasard. Et tenter d'appréhender ce mot qu'est le hasard. Qu'est-ce que le hasard? Le hasard. Bon. Tout d'abord, je dirais que le hasard n'est pas déterminé. Le hasard, c'est quelque chose qui va jouer d'abord qui sera temporel. Temporel. Le hasard a à voir avec le temps. D'abord, il faut une notion temporelle pour parler de hasard. Parce que s'il n'y a pas une variation temporelle, s'il n'y a pas de variation temporelle, on pourrait dire que c'est figé. Et si c'est figé, on peut dire que on connaît le résultat puisque le résultat est figé dans le temps. Or, pour que quelque chose soit considéré comme du hasard, ce quelque chose, je vais voir ce que c'est. Mais dans un premier temps, bon, la plupart des mathématiciens, au départ, n'avaient aucune notion de mathématiques, ni aucune notion, je veux dire, de quoi que ce soit pour appréhender le hasard. Donc il a fallu d'abord philosopher sur le hasard avant d'aboutir à des raisonnements mathématiques sur le hasard. Donc dans un premier temps, je vais dire que le hasard est une notion d'abord temporelle. Quelque chose de temporel. J'ai bien dit quelque chose. Et je verrai ce que c'est que ce quelque chose au fur et à mesure de mon exposé ici. Donc comme j'ai dit, le hasard, quelque chose de temporel, qui n'est pas déterminé, c'est-à-dire qui n'est pas connu. Et donc, on pourrait se dire que quand on fait quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas déterminer, on va dire que on va se hasarder dans l'inconnu. Dans l'inconnu, un instant T1, bien sûr, je ne connais pas ce qui va se passer, donc T1, je me dis que les résultats qui vont être obtenus à un instant T2 sont les résultats du fruit du hasard, puisqu'en T1, je ne connais pas le résultat. J'ignore le résultat que je vais avoir en T2. Et en T2, bon, le résultat est connu, donc c'est plus du hasard. Donc là, le résultat est déterminé. Autant T2, après que la chose se soit passée, j'appelle ça maintenant, mais je définirai les choses en temps opportun, mais je dirais quand la chose est passée, passant d'une chose à l'état T1 à une chose à l'état T2, à l'instant T2, cette chose est déterminée, alors qu'elle était indéterminée en T1. Donc, elle était indéterminée, inconnue, je ne savais pas quelle était la prévisibilité qu'allait prendre la chose pour aboutir finalement à un instant T2 à quelque chose de stable, de connu, de déterminé. Voilà, donc on voit bien qu'on a ce qu'on appelle un phénomène temporel. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? Un phénomène, on va dire, c'est une épreuve qui va... Un phénomène, c'est... enfin, si je prends la définition d'un phénomène... Voilà. Un phénomène, c'est un fait. Un fait, d'après le dictionnaire, fait. Il y a deux définitions possibles. Fait naturel constaté. Voilà. C'est un fait naturel constaté. Voilà. Susceptible d'études scientifiques. Voilà. Susceptible d'études scientifiques. Voilà. Ça, c'est
qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? Et là, je peux étudier la, le phénomène dont on va prendre la nature d'un objet situé dans l'espace, enfin dans le temps, à l'instant T1, qui va virer vers la transformation de son état à l'instant T2. Et je vais observer cette transformation du passage de T1 à T2, sachant qu'en T1 je ne connais pas son résultat, mais qu'en T2 il sera déterminé du fait de la fin de cette transformation. Donc le phénomène, c'est l'étude que je vais regarder, je vais faire une étude de cette transformation qu'il va y avoir. Il va y avoir une certaine transformation, et voilà, une transformation d'un fait naturel, bien sûr, c'est un fait naturel. Voilà, que je constate et que je vais, qui est susceptible d'être traité au niveau scientifique, donc par des relations scientifiques. Après avoir tiré certaines conclusions scientifiques, je peux en déterminer, je veux dire, la loi scientifique. Mais si la loi est connue, bon, hein, si la loi est connue, on ne peut plus parler de hasard, on parlera de loi déterminée, donc de loi déterministe, puisqu'en fait le résultat est déterminé au travers d'une loi. Si la loi est connue, on sait bien que on sait bien ce qu'il va y avoir. C'est la chute des corps, on sait bien que si on prend un corps qu'on laisse tomber, hein, dans l'air, ben, on sait bien qu'il va tomber. Hein. S'il est dans l'air, il va tomber. Ouais, parce qu'il y a l'attraction. On sait bien que la loi de l'attraction terrestre, donc on connaît le résultat. Je sais bien que si je lâche un objet, il va tomber. Donc, ici, le fait naturel de lâcher un objet va amener à un fait connu. Donc, en fait, le résultat, il n'est pas indéterminé au départ, parce que la loi est connue. Donc, j'ai en T1 une loi qui va pouvoir prédire qu'est-ce que je vais avoir en T2, puisqu'en fait, c'est une loi connue qui est déterministe. C'est une loi déterminée, donc qui est connue. Donc, en fait, on a affaire à une expérience déterministe. Voilà. Mais ici, c'est rien à voir avec du déterminisme, puisqu'en fait, au départ, c'est indéterminé. Donc, on ne peut pas parler de déterminisme, puisque à l'instant T1, j'ai un fait indéterminé. Bon, quand je dis le phénomène, c'est un fait naturel constaté, mais c'est peut-être aussi un fait, on va dire, observé. Donc, un fait observé dans son déroulement, hein, je dirais même comme une manifestation de quelque chose d'autre. Ici, c'est un petit peu ça, c'est un fait observé. Donc ici, on n'a pas affaire à un phénomène déterministe, mais un phénomène indéterminé à la base. Donc on va observer un fait, et on va, à partir de là, bon, on répercuter, je veux dire, sa transformation au travers d'un déroulement, d'une séquence, d'un instant T1 à un instant T2. Voilà. Donc il va y avoir des manifestations, des changements dont les résultats sont inconnus au départ et qui vont me ramener à un résultat fixé. Bien sûr, il faut que je me passe en T2 pour connaître le résultat. Sans ça, je ne connais pas le résultat. Voilà. Et ça, c'est la notion de phénomène. Donc, on a à voir tout fait observable, je veux dire, dans un espace, on va dire, temporel, si à un instant T, je ne connais pas le résultat, et que ce n'est pas un phénomène déterministe, eh bien, on ne connaîtra pas, je veux dire, son résultat, si ce n'est il faut qu'on arrive à l'instant T2, donc il faut l'instant T2 se soit déroulé pour connaître son résultat, qui là, à ce moment-là, ce ne sera plus un phénomène indéterminé, mais il sera déterminé, il sera fixé. Donc on passera d'un phénomène hasardeux à un phénomène où le résultat est connu.
Bon, le mot hasard vient du mot arabe, al-zar, qui veut dire jeu de dés à la base, mais qui veut dire la chance. La chance. Voilà. Et la chance, le phénomène, pourquoi? Parce qu'en fait, les premiers jeux qu'il y avait, c'était des jeux de chance. Voilà. On jouait à des jeux pour un petit peu gagner un petit peu d'argent, et on jouait des jeux de chance. Il existait des jeux de chance tels que le jeu de dés. Le jeu de dés, bon, voilà, quelqu'un pariait le numéro 3, il lançait le dé, mais il avait le 1, il avait perdu. Voilà. Il avait parié le 4, si on lançait le dé qui tombait sur le 4, et il avait gagné. Voilà. Et donc, si je pouvais lancer 3 fois le dé, je pouvais une fois tomber sur le 1, une fois sur le 4, une fois sur le 5. C'était complètement hasardeux, on ne connaissait pas, je veux dire, le résultat final. Donc en fait, connaissant pas le futur, on prédisait une valeur en pensant que l'avenir allait donner, je veux dire, le phénomène qui va dicter, la prédiction va se faire par l'être humain qui va prédire des résultats, puisqu'il est à l'instant T1, il va prédire des résultats qu'il ne connaît pas, et en T2, il n'y a plus de prédiction là, puisqu'en fait, le phénomène a tranché en disant, le résultat, le voici. Donc, et là, c'est à ce moment-là que celui qui a prédit les résultats en T1 se retrouve en T2, et il essaie d'établir une correspondance entre ce qu'il avait prédit auparavant et le phénomène qui était observé, qui est la sortie des résultats. Et le phénomène observé va donner, par exemple, le dé a donné 4, alors que vous aviez prédit 3. Eh bien, vous êtes perdant. Et là, il y a une logique qui s'institue. Comme vous aviez prédit le 3, et que c'est le 4 qui est sorti, il n'y a pas d'égalité, donc fatalement, ça signifie que vous avez perdu. Voilà. Si vous avez prédit le 4 et que le phénomène observé sort à l'instant T2, vous avez 4, là, à ce moment-là, vous avez gagné, donc pécuniairement, vous pouviez gagner, je veux dire, de l'argent. Donc ici, il y a un autre mot que je peux utiliser en tant que terme pour utiliser le mot phénomène hasardeux, c'est les phénomènes aléatoires. Aléatoire veut dire, bon, c'est un phénomène hasardeux. Aléatoire et hasardeux signifient la même chose. Ça veut dire que ça signifie un instant T1, l'imprévisibilité du résultat final. Le résultat final d'une action qui va se passer. Voilà. Donc, au départ, on ne peut prévoir le résultat. Donc, en fait, c'est un phénomène hasardeux ou dit aléatoire. On parlera même de synonyme. Il y a un synonyme qui veut dire stochastique. Stochastique, stochastique, ça s'écrit avec S-T-O-C-H-A-S-T-I-Q-U-E, qui signifie c'est un phénomène hasardeux, c'est des synonymes. Phénomène hasardeux, phénomène aléatoire, phénomène stochastique. C'est trois choses identiques qui signifient qu'on ne sait pas prédire l'avenir. On ne sait pas prédire les résultats de l'avenir. Bon, à la place de phénomène, maintenant, si on va un peu plus loin dans les définitions, je peux définir le mot expérience. L'expérience, en fait, c'est juste une épreuve. Une épreuve, c'est-à-dire qu'on va faire agir certaines choses qui vont se transformer en des résultats. Donc, on va avoir une épreuve qui va se dérouler avec une action, c'est-à-dire on va faire agir quelque chose. Par exemple, jeter un dé, c'est une action. Donc, l'expérience, c'est jeter un dé. L'expérience, c'est jeter une pièce de monnaie vers le haut, avec son doigt. L'expérience, c'est
lancer des boules, enfin, c'est de mettre, lancer la machine de l'auto. Bon, vous voyez qu'ici, je suis beaucoup dans les jeux. Bon, mais il fut un temps, les jeux étaient bannis par les religions, parce qu'en fait, les phénomènes de hasard, seul Dieu pouvait prévoir les phénomènes qui allaient arriver demain. Donc, en fait, on ne pouvait pas, je veux dire, se jeter dans les lois. On ne pouvait pas, je veux dire, on va dire, comment dire, il y avait les lois divines qui instauraient un espace temporel. Le hier, bon, il est connu par tout le monde. Hein. Aujourd'hui, il est connu par tout le monde. Et le demain, personne ne le connaît. À part, bon, les religions disent que seul Dieu connaît ce qui va se passer demain. Donc, prédire l'avenir, ben, je veux dire, n'était pas, je veux dire, bien vu par les religions. Parce que seul Dieu était le seul pouvoir à savoir ce qu'il allait se passer demain, puisque voilà, pour certaines raisons, qu'il est dit intemporel, et donc fatalement il peut voir, c'est lui qui a créé l'univers, et il sait voir ce qu'il y avait demain, ce qu'il y avait hier, hein, comme tout le monde, ce qu'il y a aujourd'hui comme tout le monde, et il sait voir ce qu'il y a demain. Bon, le demain, on peut le voir aussi au travers de l'univers. Hein. L'univers, il suffit de faire juste un voyage dans l'espace-temps et on sait voir ce qui s'est passé. Par exemple, le Big Bang, si on veut voir ce qui s'est passé à l'origine du Big Bang, ben, il faut s'étaler une distance très éloignée d'ici, et puis on s'éloigne de la Terre, et puis on va commencer à voir les phénomènes qui se sont produits, je veux dire, à l'apparition de l'univers. Voilà. Donc en fait, on sait, on va dire, refaire un retour en arrière, mais je veux dire, en jouant avec les notions d'espace-temps. Bon, là, mais là, on n'est pas ici, on n'est pas à ce niveau-là. Bon, donc ici, on commence déjà à appréhender, je veux dire, ce que c'est qu'un phénomène, une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, en fait, des actions qui vont se passer, qu'on ne connaît pas à un instant T1, donc les résultats, qui ne sont pas déterminés par une loi spécifique et qui sont imprévisibles lorsque la sortie de résultats se feront à l'instant T2. Voilà. Donc on parlera d'expérience aléatoire et non plus d'expérience hasardeuse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, donc c'est en fait se hasarder, c'est se hasarder dans l'inconnu. C'est d'ignorer complètement ce qui va se passer dans le futur. Dans le futur. Et le futur est inconnu. Voilà. Se hasarder dans l'inconnu, ben, on ne connaît pas les résultats, je veux dire, de l'inconnu. Et se hasarder dans le futur, comme le futur est inconnu, et ça se hasarder dans l'inconnu. Donc le futur est inconnu. Donc il est indéterminé le futur. Un temps T1 actuel, bon, le futur, qui n'est pas encore passé, est inconnu. Et ça, bon, beaucoup de gens n'ont pas voulu trop établir des lois pendant longtemps, parce que pour ne pas être en conflit avec les religions. Donc c'est une science qui a pris longtemps après d'autres sciences qui ont vite abouti, qui a pris son ampleur très longtemps après certaines autres sciences, voilà, qui eux ont fait leur pourquoi? Parce qu'on avait peur d'être en conflit avec les religions, parce qu'on avait peur de faire des études sur l'avenir, des études sur l'avenir, c'est-à-dire sur des expériences aléatoires qu'on ne connaissait pas et on pouvait comment faire des lois mathématiques qui reliaient, je veux dire, des résultats qui pouvaient avoir lieu au futur par rapport à ce qu'on avait, je veux dire, au départ comme données. Voilà, il y a des lois qui ont été établies, de nombreuses lois, et beaucoup de phénomènes ont été étudiés par de nombreux savants mathématiciens. Bon, donc
je répète, le hasard n'est pas déterminé, et le déterminisme est connu. Voilà, le déterminisme est connu. Le hasard, c'est s'hasarder dans l'inconnu, comme je l'ai dit. Par exemple, un numéro de loto qui n'est pas... un numéro de loto qui est connu ici, il est déterminé, il est connu, mais ce n'est plus du hasard, puisque le résultat est sorti. Ce n'est plus du hasard. Il est hasard quand on est en T1, mais pas quand on est en T2. Quand on est en T1 et que T2 n'est pas encore passé, ben, le loto est un phénomène de hasard. Mais quand on arrive en T2, là, le loto, les résultats ils sortent. Donc le résultat est connu. Donc ça, c'est plus un, le phénomène du hasard, l'expérience du aléatoire est terminée. Donc vous voyez qu'il y a un certain mouvement. Un mouvement. On a un phénomène aléatoire ici qui, avec, je veux dire, des données, qui va produire des résultats imprévisibles. À partir de données, je vais avoir des résultats imprévisibles. Mais quand on arrive en T2, dans l'espace-temps, quand on parcourt l'espace-temps, qu'on se retrouve en T2, eh bien en T2, les résultats sont connus. Donc c'est plus une expérience aléatoire. Il l'était à un instant T1. Voilà. Bon, maintenant, quelqu'un qui est en T1, qui sait, je veux dire, s'il y avait la possibilité de ramener une personne dans le futur, qui y verrait des résultats, et qui reviendrait dans le passé, ben, il connaîtrait déjà les résultats du futur. Mais bon, ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Parce que on sait voir ce qu'il y a eu dans le passé, parce que le passé, il est passé. On sait voir ce qu'il y a actuellement, parce que ça se déroule actuellement, mais on ne sait pas voir ce qui va se produire demain. Voilà. Pour des résultats, on va dire pour des expériences aléatoires, c'est-à-dire avec des données, avec une action qui est imprévisible. On ne sait pas relever le caractère de prévisibilité du phénomène. Ça, il faut bien se dire ça. Bon, donc tout phénomène susceptible de changer dans l'espace-temps, qui va arriver dans l'inconnu, était pris par le phénomène du hasard. Pour autant qu'on a un phénomène hasardeux, un phénomène aléatoire au départ, qui ne soit pas déterministe, qui ne soit pas une expérience connue. Voilà. Bon, attention que certains phénomènes aléatoires peuvent être connus sur base de mathématiques, vous l'aurez compris. S'il y a une ligne directrice d'hier, si on connaît les résultats d'hier, ben je peux connaître ce qui va se passer demain. Voilà. Et ça, c'est d'autant plus vrai, par exemple, avec les rituels. Si une personne a un rituel, ben, ce rituel-là, bon, va conduire à savoir un petit peu comment la personne peut, je veux dire, agir demain. Voilà, ça c'est pour concernant une personne qui a des manies. Bon, si elle a des manies, elle répète assez souvent ses gestes, donc on pourra se dire que demain, elle pourra établir tel geste, telle action, et étudier son phénomène. Donc là, il y a une ligne directrice qui est prise en compte du fait que la personne est animée de rituels psychologiques. Voilà. Donc elle a une certaine logique, on va dire, de rituel, et donc à ce moment-là, je peux dire, bon, telle personne demain fera ça. Voilà. Donc ici, on comprend bien qu'on a un mouvement, ça c'est bougeant, puisqu'on a une action 1 et une action 2, on a une action mouvante dans l'espace-temps. Et tout événement mouvant, tout événement qui est changeant dans le temps, ben, d'office est variable. Voilà. Parce que s'il était constant, à ce moment je connaîtrais le résultat ici, il serait le même là-bas.
en T1, T2. Donc là, il faut un phénomène variable avec une notion d'imprévisibilité du résultat. Bien sûr, il ne doit pas avoir qu'un seul résultat. Parce que si j'ai qu'un seul résultat, je le connaîtrai. Hein? Voilà. Et s'il n'y a pas de résultat du tout, ben, il n'y aura pas de résultat. S'il n'y a pas de données du tout au départ, il n'y aura pas de résultat en finalité. Donc là aussi, c'est facile. Donc on voit bien qu'il y a un espace de mouvement variable. Voilà. Il y a une espèce de mouvement variable, mais il ne faut pas que celle-ci, ce mouvement variable, rentre dans une logique construite. Comme j'ai expliqué avec les rituels. Parce que s'il y a un phénomène de ritualisation, ben demain je peux trouver la réponse de ce que je peux prévoir la réponse de ce qu'il y aura demain, connaissant le passé. Parce que si je connais le passé, qu'il y a une certaine ritualisation, mais je peux trouver l'avenir. Donc il faut que pour parler d'événements indéterminés, réellement indéterminés, imprévisibles dans le temps, mais il faut que on ne doit pas rentrer dans une logique construite d'hier jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Par contre, par exemple, si je prends un stock de marchandises, comment je vais commander demain, comment faire ma commande que je vais passer demain, ben, je vais regarder ce qui a déjà été commandé, je veux dire, par exemple les 6 derniers mois, et regarder les produits qui sont sortis le plus souvent. Et je recommanderai pour mon stock les produits qui sont le plus, on va dire, commandés, bien sûr en faisant attention de prendre des pièces qui sont complètement vides en stock, parce que bon, et qui ne tournent pas beaucoup, mais qui sont complètement vides. Mais s'ils ne tournent pas du tout, depuis des années, je ne vais jamais commander cette pièce, parce qu'elle ne tourne jamais depuis des années. Par contre, il se peut que demain, un phénomène imprévisible arrive, un client imprévisible arrive avec une ancienne voiture, et vient chercher une pièce qui reste en stock depuis des années, que personne n'est venu chercher, parce que la voiture là n'est plus présente présente sur les routes, et qu'un client accorde cette voiture là, et qu'il l'a sortie, il l'a réparée, et vient chercher une telle pièce qui se casse rarement, hein, la pièce elle se casse rarement, cette pièce là se casse rarement, et que cette voiture là est déjà rare en soi sur les routes. Donc il y a deux raretés qui viennent faire en sorte que le gars il vient chercher une pièce très rare qui se retrouve en stock. Voilà. Autant dire que cette pièce là, bon, est-ce qu'il faut, quand elle partira du stock, est-ce qu'il faudra recommander? C'est une question, je veux dire, très pertinente, parce que sachant que le même mois, une personne peut venir rechercher cette pièce-là, c'est un phénomène imprévisible. Et que si cette pièce-là est très ancienne, bon, il y a moyen d'avoir... bon, elle peut coûter plus cher parce qu'elle est plus ancienne. Donc voilà. Donc si je la recommande, demain je l'ai de stock, on vient me la chercher, je la donne directement, le gars me paye, et voilà. Il est servi tout de suite. J'ai un bon montant parce que c'est une vieille pièce d'une vieille voiture. Mais j'étais pas censé savoir que un client, le même mois, allait chercher une pièce dont un client est venu chercher auparavant, alors que cette pièce-là a duré 5 années dans le stock. Donc vous voyez, l'imprévisibilité, elle est bizarroïde dans, je veux dire, l'expérience. Les phénomènes aléatoires sont, je veux dire, très, je veux dire, très bizarres. Bon, alors, certaines personnes vont étudier les phénomènes aléatoires en se positionnant, je veux dire, en étant assis et en comptabilisant un nombre de fois l'expérience, sans compter leur temps pour laquelle ils vont observer l'épreuve. Ils ne vont pas regarder après le temps. Ils vont compter. Peut-être compter 500 fois, peut-être compter 1000 fois, peut-être compter 2000 fois, peut-être compter 5000 fois, peut-être compter 10 000 fois, peut-être compter 20 000 fois. Bien sûr, au départ, qui faisait ça, c'était, je veux dire, des personnalités
qui voulaient trouver, je veux dire, une relation et qui prenaient tout leur temps à observer pour trouver une relation mathématique. Donc ils se basaient sur l'observation et en fait c'était des scientifiques qui voulaient arriver à trouver un résultat. C'était des savants qui observaient, je veux dire, des expériences, des épreuves et voulaient tirer un résultat de ces fameux phénomènes aléatoires. Et beaucoup de savants se sont posés des questions sur des phénomènes aléatoires très précis, notamment au niveau des jeux. Surtout on les retrouve au niveau des jeux. Bon, on sait très bien que, comme je l'ai dit, à instant T1, il peut y avoir une infinité de possibilités de chemins à suivre. Il y a une infinité de chemins à suivre et la personne agit suivant des chemins bien précis. Et c'est ça qui fait la conduite, la ligne directrice de sa journée, de son passé et de son avenir. Hop. Ici j'ai quelqu'un qui téléphone, qui m'appelle, je vais chez lui. Hop. De chez lui, bon, on va à la pompe à essence, boum, j'ai un accident à la pompe à essence. Hop. Alors, je suis arrêté à la pompe à essence. Mais si je n'avais pas été sur la personne qui m'avait téléphoné, peut-être que je serais resté à la maison, voir un film en mangeant des chips. Voilà. En mangeant des chips, peut-être que voilà, j'aurais été malade parce que j'aurais bu des chips, j'aurais mangé des chips et j'aurais été malade à cause en m'empiffrant, je veux dire, voilà. Et donc là, j'aurais été malade. Peut-être que j'aurais été, je veux dire, voilà, jouer à un match de foot, et là, peut-être que je me serais cassé la patte. Mais si j'avais pas été jouer à un match de foot, ben, j'aurais été, comment est-ce qu'on appelle ça, je serais resté devant mon téléviseur et regarder un film sans manger ni quoi aux caisses. Et là, vous voyez que j'aurais rien eu. Voilà. Par exemple, 3 cas de figure qui auraient pu ramener à des accidents. Et là, ma conduite, ma ligne directrice, elle est basée comme ça. Mais ici, je me retrouve à l'hôpital ici, à l'hôpital là. Et alors que là, bon, je me retrouve, voilà. Bon, certains ont une ligne de conduite. Bon, est-ce que je joue au loto? Oui, aujourd'hui je joue au loto. Mais ils se mettent à gagner du jour au lendemain. Donc, toutes ces épreuves-là, ça peut être des épreuves qui vont être soit action positive ou action négative, action positive ou action négative. Hein. Gagner au loto, c'est une action positive. Trouver un boulot rémunérateur, c'est une action positive. Avoir des douleurs, c'est une action négative. Aller à l'hôpital, c'est une action négative. Avoir un accident, c'est une action négative. Voilà. Donc la conduite des épreuves de la vie, c'est un petit peu, je veux dire, tous ces chemins-là hein, qui font qu'on choisit son chemin et qui va faire, voilà, qui va avoir une certaine ligne directrice. Et si on a un instant T1 ici, et qu'on ne connaît pas ici les événements qui vont se produire, voilà, et qu'on ne connaît pas les événements qui vont se produire ici, ben à ce moment-là, on a un phénomène ici, le futur est inconnu. Si le futur est inconnu, on a affaire à tous des phénomènes imprévisibles. Et donc, ici, vous voyez que quand je parle de situations négatives, c'est souvent les accidents. Donc, qui va gérer les accidents? Mais ce sont les compagnies d'assurance qui, eux, je veux dire, sont face à l'aléatoire. Bon, les compagnies d'assurance, eux, possèdent un portefeuille de clients. Bon, s'il y a très peu de gens qui font des accidents, ça leur arrange, ça arrange la compagnie d'assurance. Et si demain il arrive une grosse catastrophe, hein, je veux dire imprévisible, que l'assurance doit rembourser des milliards, eh bien voilà, alors qu'elle était gagnante au départ, voilà qu'elle doit rembourser énormément d'argent. Donc elle est basée sur l'imprévisible. Elle fait ses calculs de telle manière à ce qu'elle rapporte. Voilà. Elle fait en sorte que, hein, je veux dire, tout va se passer correctement à l'avenir, parce que si elle devait rembourser chaque conducteur,
de voitures, par exemple, ils seraient en faillite. Hein. Donc leur raison d'être, elle est basée justement sur les statistiques. Hein. Les statistiques et les phénomènes aléatoires. Donc, ce que je disais par là, c'est que, bon, il y a une multitude de chemins qui peuvent être, je veux dire, on peut s'inscrire dans une telle école, on peut travailler dans une telle entreprise par après, plutôt que celle-là. J'ai choisi celle-là. Voilà, celle-là m'a ramené pour finir à une perte d'emploi, alors que si j'avais été ici, ben, j'aurais eu un bon emploi pendant tout le restant de ma vie. Bon, voilà. Donc ici, il y a les épreuves, bien sûr, que l'on choisit. On a les épreuves que l'on a choisies, les chemins qu'on a choisis, mais il y a aussi des choses qui viennent s'ajouter à ça. Une personne qui est malade à cause d'une maladie génétique, hein. Bon, si elle est malade tellement qu'elle a mangé des chips, on comprend qu'elle est tombée malade, parce que c'est son chemin de manger toujours des chips qui fait en sorte qu'elle tombe malade. Mais maintenant, si elle est malade due à une cause génétique, mais là, à ce moment-là, il faut descendre, ça descend plus bas. Il y a une causalité là, il y a une causalité, voilà, des antécédents. C'est le chemin des antécédents au niveau ADN qui vont ramener à une maladie génétique à un moment donné qui va qui va prendre son aspect, je veux dire, à un certain moment. À un certain moment, la personne va tomber malade parce qu'elle avait des germes de maladie génétique qui va à un moment donné se réveiller, elle va tomber malade. Donc ça, c'est pas le fruit de la personne qui a choisi son chemin parce qu'elle a mangé trop de chips et elle est tombée malade. Ça, c'est le fruit parce qu'en fait, c'est au niveau génétique, il y a une traçabilité au niveau génétique qui va faire en sorte que la personne peut tomber malade au niveau génétique si la personne, je veux dire, si la maladie se réveille. Si la maladie se réveille. Attention qu'il y a des personnes qui contiennent une maladie génétique mais qui vont la transmettre et qui ne vont pas tomber malade. Bon, ça on sait bien. Voilà. Bon, à la génération future. Voilà, donc il y a des conséquences, on va dire, externes. Hein, une maladie génétique, c'est une conséquence externe. Ça ne dépend pas de la personne. Voilà. Mais là, on est dans la prévisibilité. C'était presque prévisible statistiquement, parce que c'est une personne qui est malade au niveau génétique dans la chaîne, fatalement, c'est prévisible qu'il y a de fortes chances que la personne, à un moment donné, que la maladie se réveille. Voilà. Ça, ce sont des conditions. C'est externe, c'est dû aux familles auparavant, à l'arbre généalogique auparavant. Par contre, si le gars mange trop de chips qui tombe malade un jour, ben ça, ce sont ce qu'on appelle des conditions, enfin des conséquences internes. C'est propre à c'est à cause de lui. Voilà. Si un gars est irradié, mais c'est à cause de lui. Il a été travaillé il a choisi le chemin de travailler dans une société où il y avait des rayonnements. Donc en fait, à ce moment-là, bon, c'est une conséquence interne propre à ses décisions. Donc, dans la vie, si quelqu'un ne prend pas les bonnes décisions, ben, il va vite se retrouver, je veux dire, stoppé, barré par, je veux dire, les forces vives externes qui peuvent être on va dire une barrière à la suite de sa vie. Sa vie peut être arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on a pris une mauvaise décision. Bon, si aujourd'hui je décide d'aller en discothèque, bon, je vais en discothèque, hop, j'ai un accident de voiture. Ben, si j'étais resté à la maison, ben voilà, je serais encore en vie. Voilà, ça c'est, on va dire, les chemins qui vont amener à comment dire ça. Bon, sachant que l'accident de voiture ici, s'il y a eu accident de voiture, bon, on va pas dire qu'il y a des fortes chances d'avoir un accident de voiture quand on part en discothèque, mais il y a beaucoup de chances. On peut avoir facilement un accident suivant les lois statistiques. Hein, plutôt que de rester chez soi à la maison, je veux dire, bon, restant à la maison, on peut attraper, je veux dire, un AVC ou quelque chose comme ça, mais la probabilité, je veux dire, d'avoir un accident est plus grande si on va en discothèque, parce que de 1, si on roule le samedi soir, c'est là où il y a le plus d'accidents, ça c'est de 1,
Si vous buvez de l'alcool, c'est encore pire. Hein, je veux dire, voilà. 3, vous venez de la discothèque en étant fatigué. 4, bon, peut-être que vous êtes avec des personnes qui vous fatiguent dans la voiture et qui vous perturbent, et bon, vous ne savez plus conduire correctement. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est sous, qui vous a dépassé, qui vous ramène, qui vous fonce dessus, qui vous ramène dans le fossé. Voilà. Donc, le samedi soir, aller en discothèque, bon, c'est une forte probabilité, je veux dire, à avoir des répercussions, je veux dire, au niveau, voilà, voilà. Donc il faut rester attentif à tout ça, rester attentif. Bon, il faut que je conduise prudemment, il faut que je roule, je quitte la discothèque quand tout le monde ne va pas quitter la discothèque en même temps, puisque je tombais sur beaucoup de gens qui ont bu, qui ont pris des drogues, qui vont rouler vite, etc., etc. Donc je quitte la discothèque à un moment opportun. Voilà. Voilà. Je quitte pas la discothèque quand je suis trop fatigué. Si je suis avec des personnes qui me perturbent dans la conduite, ben, ça c'est un petit peu délicat, parce que si elles sont sous et que vous les demandez de se taire, hein, qu'elles sont, je veux dire, agitées, bon, c'est un petit peu embêtant aussi. Hein. Ça c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc, vous voyez que le processus là, c'est un processus qui est temporel. Et on connaît son avenir, on connaît son passé, son présent, il est en train de se faire, mais son avenir, on ne sait pas où on va se retrouver. Demain à 5 heures, je ne sais pas où ce que je serai. Est-ce que je serai dans ma salle de bain? Est-ce que je serai, je veux dire, si j'ai rien de défini, de précis, hein, ben, à 5 heures pile, je ne sais pas où ce que je serai exactement. Dans quel piège je serai, voilà. Mais par les rituels, je sais plus ou moins, je veux dire, avoir une certaine voie dans laquelle je pourrais être. Mais voilà. Mais me dire où exactement, c'est de l'imprévisibilité, surtout quand je dis 5 heures. À 5 heures. Voilà. Donc ce que je disais, c'est bon, il y en a beaucoup qui ont observé tous ces phénomènes aléatoires, ces expériences aléatoires, ils les ont étudiés. Ils ont étudié, bon, des bandes. On peut tout étudier, on peut faire des statistiques sur ce qu'on veut, On peut étudier des bancs de poissons, hein, je veux dire, démographie des bancs de poissons. On peut étudier le vol des oiseaux. On peut étudier ce qu'on veut, Des jeux de hasard, c'est pas ce qui manque dans les jeux de hasard. Voilà. Bon, bien sûr, les jeux de hasard, beaucoup de gens tombent dans, comment est-ce qu'on appelle ça, ils deviennent addicts aux jeux de hasard. Ça veut dire qu'ils ne savent plus s'en passer, mais ils peuvent devenir, je veux dire, perdre tout leur argent en jouant aux jeux de hasard, et ça peut, s'ils sont mariés, créer des problèmes de couple, parce qu'en fait, la personne ne gère plus correctement l'argent, elle dépense tout pour les jeux. Elle devient addict aux jeux de hasard. Voilà, et ça arrive. Voilà. Bon, et la personne croit qu'elle va toujours gagner, mais en fait, les jeux de hasard sont faits aussi pour, je veux dire, vous donner une contrepartie de temps en temps, mais que c'est souvent l'organisme de jeu qui est gagnant, fatalement. Hein. Bon, c'est souvent c'est l'organisme de jeu. Je parle, par exemple, je prends comment on appelle ça, les jeux, les casinos. Casino, fatalement, vous ne verrez jamais un casino qui tombe en faillite. Bon, c'est souvent eux qui gagnent, et bon, de temps en temps, bon, l'un ou l'autre client, je veux dire, gagne une grande somme, mais bon, pendant cela, il y en a beaucoup qui ont perdu. Et justement, le but des jeux de hasard, c'est que c'est une histoire pécuniaire. C'est une histoire pécuniaire. C'est une histoire, bon, tout d'abord, certaines personnes jouent par plaisir, hein, par plaisir. Donc, comment dire, bon, ils ont un délicieux frisson de l'incertitude, puisque c'est un jeu de hasard. Ils ont un délicieux frisson de l'incertitude. Quand on leur parle d'incertitude et de jouer sur l'incertitude, ils sont vite, je veux dire, excités pour jouer. Et on parle, par exemple, on retrouve le jeu du tiercé, du quinté, le jeu tous les jeux qu'on retrouve, comment on appelle ça, au casino, hein. Les jeux électroniques, les jeux, hein, voilà, mais les jeux aussi de casino qu'on retrouve hein, avec les cartes, avec l'été, etc. Voilà, c'est tous des jeux avec des incertitudes et qui provoquent une excitation de la personne qui va jouer, qui va miser. Voilà, elle joue.
elle joue normalement pour essayer de tenter d'avoir une grande mise, d'avoir une belle mise et gagner par exemple un jackpot, une grande quantité. Attention qu'il y a des gens qui jouent à des jeux de hasard, par exemple au poker, et qui gagnent des sommes extravagantes. Ils sont champions du poker. Mais là, il y a aussi des tactiques, des techniques. Bon, là, bon, savoir jouer au jeu de cartes, c'est. Bon, c'est que quand est-ce que je vais mettre la bonne carte, là, on commence à. Il y a de la cogitation, c'est plus tellement du hasard, Là, là on sait comment à savoir ce qu'on fait. Hein, je veux dire, on a des cheminements voilà, qui sont gagnants, des cheminements qui sont gagnants. Et on sait bien que si on a une personne faible en face et qu'on met les mécanismes de cheminement gagnant, fatalement, la personne en face, elle va se faire avoir facilement. Bon, c'est pour ça que j'aime pas le poker. C'est le mauvais exemple, le poker. Mais il y a des jeux de hasard, strictement, purement hasard. C'est la machine qui décide, c'est le tourniquet qui décide, c'est tout, des choses qui décident. C'est pas votre pensée qui va décider. Parce qu'une fois que votre pensée décide, bon là, on est un petit peu dans le, on va dire, pseudo-déterminisme. On n'est pas dans le déterminisme, mais dans le pseudo. En partie de pseudo-déterminisme. Donc, il y en a qui aiment bien jouer, ils veulent, je veux dire, jouer et gagner. Bon. Il existe de nombreux jeux de hasard, notamment le loto. Enfin, il existe des milliers de jeux de hasard. Mais sachez qu'on ne peut pas. Bon, le loto, je crois que c'est de l'État. Il y a Euromillion aussi, Euromillion. Mais le loto appartient à l'État, vous ne pouvez pas créer un loto. Hein. Bon, ça, fatalement, c'est l'État qui s'occupe de tout ça. Et voilà, c'est comme ça. Alors, donc, vous ne pouvez pas créer votre propre société de loto. Et voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le hasard? C'est l'ignorance des résultats qu'on va avoir dans le futur. On ne connaît pas les résultats. Et donc, pour un gars qui joue à des jeux de hasard, c'est excitant d'ignorer les résultats qui vont sortir et que si on a bien misé, de recevoir un montant précis. Bon. Sachez qu'on peut faire, comme j'ai expliqué, des épreuves, des expériences, des études sur tout type de phénomènes, que ce soit des phénomènes démographiques, étudier les cas d'accident dans un carrefour, étudier, je veux dire, la popularité, je veux dire, d'un président, d'un ministre, voilà. Je peux faire des études sur ce que je veux, sur la manière de consommer de certaines populations, faire des études sur Internet, sur des individus, voilà. Il suffit à ce moment-là, mais ça, attention, que là, on récolte les données, et à partir de données, je peux prédire les résultats. Bon, ça, c'est plus statistique, voilà. Voilà. Mais ici, je suis dans, on va dire, voilà, il y a moyen de prédire, je veux dire, l'avenir, mais au travers d'études, statistiques. Voilà. Il suffit de récolter les données que l'on a à présent ou du passé pour déterminer les résultats du futur. Mais là, on n'est plus tellement dans le vrai hasard, parce qu'on connaît les résultats du passé. Un vrai hasard, on ne connaît rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a hier, bon, je vais déterminer le résultat de demain. Parce que le loto, il ne suffit pas d'étudier les résultats d'hier pour essayer de trouver ce qui va se passer demain. Ça ne se passe pas comme ça, le loto. Hein, bien que les résultats d'hier, ceux qui sortent assez souvent, sont intéressants. Hein, supposons qu'il y a le 15 et le 20 qui sortent assez souvent. Mais c'est pas parce que j'ai joué 15-20 que fatalement ce sera de résultats gagnants. Voilà. Donc, il faut savoir qu'au loto, bon, s'il y a 6 numéros, si on veut vraiment avoir la mise totale, il faut avoir les 6 bons numéros. C'est pas qu'il faut en avoir 2 ou 3 ou 4, parce qu'on gagnerait avec 2, 3 ou 4, mais il faut avoir les 6. Donc là, la difficulté, elle est encore pire. Parce que un jeu de dés, si je veux savoir le résultat, mais je dois savoir le résultat que d'une face, et il contient que 6 numéros. Bon, c'est déjà plus facile qu'un deuxième dé. Si j'ai un deuxième dé avec 6 numéros, hein, je veux dire, là il faut trouver 2 faces. C'est déjà plus dur. Hein. Si j'ai un troisième dé, c'est encore pire. Mais là, c'est un peu la même chose. Ici, j'ai un dé. Le loto, j'ai un dé ici
je sais pas, le numéro du loto jusqu'au combien, de 1 à 42, donc j'ai un dé à 42 faces. 42 faces numérotées de 1 à 42. Ben, c'est des boules, hein. En général, c'est des boules. Mais ici, c'est un petit peu, si je veux faire l'analogie avec les dés, là j'ai 42 faces, là j'ai 42 faces, là j'ai 42 faces, là j'ai 42 faces, là j'ai 42 faces. Déjà, avec un dé, une face, pour trouver une face contenant 6 faces, c'est déjà dur. Mais alors, avec un dé contenant 42 faces, et puis encore un dé contenant 42 faces, puis un dé 40, voilà, là, la complexité, elle devient énorme, hein, énorme. Faut que je sois gagnant, parce que pour gagner l'auto, il faut 6 bons numéros. Si on n'a pas 6 numéros, on touche presque rien du tout, hein. Si on en a 3, on a des cacahuètes. Si on en a 4, on se dit, si on a 4 bons numéros, on se dit, ouais, bon, j'aurais dû jouer encore 2, et je serais millionnaire. Mais non, il fallait faire ces deux-là. Tu n'en as que 4, donc par exemple, à la place de toucher 1 million d'euros, ben comme tu en as 4, tu vas toucher quoi, je sais pas moi, 100 euros. Ouais, c'est le problème, il est là. J'ai 4 numéros, tu vas me dire, ouais, je suis proche de 6. Non, tu n'es pas proche de 6 parce qu'il fallait trouver ces deux-là pour avoir 6. Non, et ça, c'était encore compliqué pour les avoir. En sachant qu'on en a eu 4 de bons, hein, je veux dire, pour encore en avoir 2 de bons, par rapport aux 4 qui sont déjà bons, je veux dire, c'est des combinaisons de clés de sauts, hein, c'est des combinaisons de clés de sauts. Hein. Donc voilà, c'est pas si évident que ça. Donc les gens qui jouent au loto, bah, ils espèrent gagner, ça donne du rêve, ouais, ça donne du rêve. Bah, en tout cas, bon, je veux dire, celui qui a le jackpot en jouant, bah, je veux dire, c'est vraiment ce qu'on appelle du pur hasard. Pur hasard, il a tapé du n'importe quoi, et c'est les numéros, les boules, ils sont sortis exactement comme il avait tout mis, il a la bonne clé. Bon. Alors on va dire de lui que c'est un chanceux. Chanceux, c'est la chance qui lui a souri. La chance qui lui a souri. Mais la chance ne va pas sourire à tout le monde. Voilà. Pas parce qu'elle sourira à cette personne-là, comme elle sourira à une certaine personne la semaine d'après, au prochain tirage, comme elle sourira à une personne d'après, eh bien, à la fin de l'année, il y aura peut-être eu que 10 gagnants. 10 gagnants par rapport au nombre de joueurs qui ont joué pendant toute l'année, ce qui fait un nombre de jeux inimaginable. Hein. S'il y a 10 000 personnes qui jouent au premier loto, puis 10 000 au second loto, puis 10 000 au troisième loto, ben, ça fait, hein, vous comptez, 10, 20, 30 000 personnes pour 3 lotos. Bon, ça fait, c'est immense. Hein. Immense. Bon, maintenant, certains se disent, ouais, ben, il faudrait que je trouve un truc pour gagner l'auto. Il n'y a pas de truc en fait. Vous pouvez avoir n'importe quel numéro qui peut tomber, le 1, 2, 3, 4, 5 et puis le 7, voilà. Là, ils sont mis dans l'ordre, hein. Je les ai mis dans l'ordre. Voilà. Comme on peut avoir le 11, le 22, le 33, 41, 51, enfin, si j'ai jusqu'à 46 par exemple, je ne sais pas jusqu'à combien il va le loto, le 42 et le 43. Là, j'ai une série, tac, tac, donc j'ai une série. Et là, c'est la table par 11. On voit qu'on a la table par 11, et là, ça fait du n'importe quoi. Mais n'allez pas chercher des relations, il n'y en a pas. Il y a une série, parce qu'il y a une série, c'est comme ça. Il a sorti une série. Voilà. Maintenant, on va regarder si je lance un dé. Si je lance un dé, enfin, si je lance une pièce de monnaie. Bon, une pièce de monnaie, c'est déjà plus facile qu'un dé. Hein. En fait, une pièce de monnaie, c'est un dé, on va dire, à 2 faces. C'est un dé à 2 faces. Enfin, un dé. Un dé, c'est vrai que c'est un cube. Mais c'est comme un dé, mais là, il y a 6 faces, mais là, il y a que 2 faces. Et donc, on a un qu'on appelle le pile, l'autre qui l'appelle le face. Mais généralement, c'est à travers de pièces. Donc, c'est plutôt rond. On a le côté pile et le côté face. Voilà, de face. Donc là, il y a 2 possibilités. Hein. Bon, ça, c'est très facile, ça. Hein, soit c'est pile, soit c'est face. Bon, si je dis pile, ah non, c'était face. Bon, la prochaine fois, je vais essayer pile. Ah ben cette fois-ci, c'est pile. Bah, ouais, bon, vous avez compris qu'on a une chance sur 2. Hein. J'ai une chance sur 2, hein. Soit j'ai pile, soit j'ai face.
Ouais. Mais le problème, si je lance ma pièce de monnaie, comme ça je la mets sur mon doigt là. Je prends une pièce de monnaie. Voilà, ici je prends une pièce de monnaie. Voilà, ça c'est le pile. Voilà, je la prends comme ça. Et bien sûr, je vais la lancer, elle va monter. Bon, comment elle va faire pour monter? Elle va tourner comme ça, je sais pas moi. Comment elle va faire? Je sais pas comment, ça c'est imprévisible. Ce que je raconte là, c'est imprévisible. Hein. Comment elle va monter? Voilà. Mais si je lance une deuxième fois, est-ce qu'elle va faire le même mouvement que la première fois? Si je lance une troisième fois, est-ce qu'il va faire le même mouvement que la première, deuxième et troisième fois? Vous comprendrez que c'est ça le hasard. C'est qu'il y a tout entre cette distance-ci, cette distance-là, il y a tout un ensemble de phénomènes, je veux dire, qu'on peut diviser, qui, je veux dire, ils sont tellement distincts, ils sont tous prévisibles de manière infinitésimale, qu'en finalité, ils sont imprévisibles, parce que ça, plus le phénomène là, plus le phénomène là, plus le demi-phénomène là, plus le phénomène là, à la fin, bon, je veux dire, je me retrouve avec un phénomène imprévisible. Bien ils sont chacun prévisibles à chaque étape, entre deux étapes, ils sont prévisibles, mais en totalité, ça donne l'imprévisibilité. La manière de lancer, la manière, comment l'air, c'est, voilà. Voilà. Et pourtant, l'état de l'atmosphère, ici, il est déterminé. Donc, je veux dire, la pièce, aussi, le lancer de la pièce, bon, la façon comme je lance la pièce, il est normalement déterminé. Donc, logiquement, ça doit me ramener à un résultat déterminé. Eh bien non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est toutes les infimes variations, justement, qu'il est impossible de contrôler, ni de provoquer à volonté, dans la façon de jeter la pièce, qui va provoquer une variation du tout au tout dans le résultat de l'expérience. Voilà. Maintenant, est-ce que lancer... Bon, ici, là j'ai quoi? La face, elle est ici, on voit la face ici. Voilà. Là j'ai pile. Hein. Bon, je commence à pile. Je lance la pièce. Je me retourne. Donc ici, jusque-là, il est imprévisible. Donc ça, c'est l'instant T1. Avant le lancer, c'est l'instant T1. Je lance la pièce. Hop. Je me retourne. Mais là, je suis toujours dans l'imprévisibilité. Je suis toujours... Ouais, je m'excuse, j'ai pas bien montré. Bon, elle fait ça, la pièce. Voilà, comme ça. Donc elle monte. Là, je suis en instant T1 quand je l'ai lancé. Là, elle n'est pas encore tombée. Je me retourne derrière. Hop. Et la pièce tombe au sol. À l'instant T2. À l'instant T2, elle est au sol. Bon. Alors, est-ce que je suis toujours dans le hasard ou pas? Ah oui, je suis dans le hasard. Pourquoi? Pourquoi je suis dans le hasard? Parce que je ne connais pas le résultat, je me suis retourné. Donc je doute toujours du résultat. Je suis dans l'ignorance du résultat. Voilà. Tant que je ne me suis pas retourné, que j'ai vu le résultat à ce moment-là, quand je me retourne et que je vois le résultat, à ce moment-là, je ne suis plus dans le hasard et le résultat sera déterminé. Donc en fait, on voit bien que le phénomène aléatoire, c'est quelque chose qui fait intervenir l'ignorance du résultat. Tant que je ne connais pas le résultat, je suis dans un phénomène, je veux dire, imprévisible, jusqu'au bout. Donc, il est tombé en T2, mais pour moi, le temps continue à compter que je ne connais pas le résultat. Jusqu'au moment où je me retourne en T3, et voilà, en T3, je connais le résultat. Donc, de T2, le phénomène a commencé en T1, il est terminé en T2. Je ne connais pas le phénomène, est terminé en T2, la pièce est tombée à un moment donné en T2, elle est stable, et là, à l'instant T3, longtemps après, je me retourne, et c'est là que le phénomène n'est plus, on va dire, aléatoire. Il a terminé, parce que avant T3, je suis dans l'ignorance, je ne connais pas le résultat. Donc fatalement, ça reste toujours un phénomène aléatoire avant ça. Donc vous voyez que
il faut, à la fin, celui qui fait l'expérience, la personne qui fait l'expérience de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, du phénomène aléatoire, doit pouvoir à la fin, en finalité, observer le résultat pour dire de connaître le résultat. Donc quand là, on a le loto, quand ils font tourner les boules avec les machines, chaque fois avec une boule, il faut tourner toutes les boules, hop, hein, ils lâchent les boules, la machine fait une rotation dans une espèce de sphère, puis après, la machine récolte 6 numéros. Voilà, dans un petit chemin, chacun va dans un petit chemin, ils récoltent 6 numéros. Mais quand est-ce que les résultats sont connus? Mais quand la machine a cessé de tourner et que les résultats sont tous, je veux dire, alignés un par un, et qu'on a les 6 résultats, là je connais tous les 6 résultats. Donc l'observateur finira par connaître les résultats, je veux dire, en regardant le jeu de loto télévisuel quand ils vont donner les résultats. Mais d'autres personnes n'auront pas le temps de regarder le loto, donc ils regarderont le lendemain dans la gazette. Donc pour eux, ils sont toujours dans le phénomène aléatoire jusqu'au le lendemain où ils apprennent les résultats, je veux dire, dans la gazette. Voilà, dans la gazette. Là, ils apprennent les résultats de la gazette. Là, ils ne sont plus dans le phénomène aléatoire parce que maintenant, ils ont observé les résultats au travers de la communication des résultats au travers de la gazette. Voilà, donc vous commencez, vous voyez ce que c'est que, je veux dire, un phénomène aléatoire. Un phénomène aléatoire, bon, c'est des actions qui vont se produire au niveau temporel dont on ne connaît pas la prévisibilité au départ, qui, à la fin, bon, on pourra observer les résultats, puisqu'en fait l'action sera terminée, on pourra observer cette action qui est terminée à un instant déterminé T3. Là, on observe. Bon, on peut observer quand l'action est terminée en T2. Hein. Si l'action se termine en T2, ben, je peux observer directement en T2, mais je peux observer plus tard. Je peux observer, si ça c'est la fin de l'expérience, ben, je peux observer en T3 plus tard, comme j'ai expliqué. Et donc, comme je l'ai dit au départ, bon, au départ, on ne pouvait pas, je veux dire, établir des lois mathématiques concernant la prévisibilité et les prévisions de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était, à l'époque, bon, la religion régissait beaucoup la vie sociale, et donc, on ne pouvait pas aller à l'encontre des lois divines qui étaient les seules à prévoir l'avenir. Donc, de ce fait, on n'a pas fait beaucoup de lois mathématiques au départ, jusqu'à un moment donné, et puis après, là, on commençait les premières lois, sortir les premières lois de prévisibilité, je veux dire, notamment en ce qui concerne certains jeux de hasard. C'est souvent les jeux qui intervenaient pour faire des calculs de, on va dire, de statistiques. Voilà. Donc le hasard, hein, est-ce que le hasard, ça n'existe pas? Pour le bon Dieu, on dira que pour les religieux, le hasard n'existe pas. Tout est construit, tout est là, non pas par hasard, mais par le fruit de la volonté divine. Voilà. Ça, c'est pour le bon Dieu, pour les histoires de religion avec le bon Dieu, mais pour pour les gens du peuple en général, est-ce que le hasard existe? Ben oui, le hasard existe. Voilà. Le hasard existe, c'est tout simplement un phénomène qu'on ne connaît pas, je veux dire, la prévisibilité qui va nous mener, je veux dire, voilà. Et donc, cette imprévisibilité dans la vie en général, il faudra l'appréhender, tenter de l'appréhender, tenter de se diriger, tenter pour essayer d'avoir justement que le résultat final soit bien sûr positif, en notre faveur. Voilà. Positif en notre faveur, ça c'est dans la vie générale. On veut un résultat positif en notre faveur. Maintenant, s'il arrive des contre-coups, c'est-à-dire des résultats négatifs, ben voilà, il faut savoir gérer les contre-coups négatifs. Voilà. Et un contre-coup négatif très grave, ben c'est quoi? Ben c'est la fin de vie. C'est la fin de vie. Ça, c'est le plus grave qui puisse arriver, c'est la fin de vie. C'est-à-dire, bon, l'individu ne fait plus partie de, je veux dire,
ne fait plus partie de la Terre, bon, et voilà, n'est plus sur Terre. Donc ça c'est le plus grave qui puisse arriver, mais plus grave d'autant plus que la gravité, la notion de gravité, bon, si une personne a un certain âge, qu'elle meurt, bon, c'est moins grave parce qu'elle a fait sa vie. Si c'est une jeune personne, bon, la gravité va dépendre aussi. Qu'est-ce que la gravité? C'est une signification, je veux dire, qui est relative aussi. Hein. Si quelqu'un meurt, qu'elle a un certain âge, bon, elle a fait sa vie, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un jeune qui a des niveau prévision, a des résultats négatifs, extrêmement graves, par exemple la mort de la personne, je veux dire, c'est les jeunes, bon, c'est embêtant. Bon, tout ça pour vous dire quoi? On va peut-être un peu appréhender les phénomènes aléatoires, avec les expériences aléatoires, les phénomènes aléatoires, édictés par, je veux dire, au départ par certains grands savants, dont on parlera un petit peu de Lambert. Je verrai si je parlais de Buffon, les aiguilles de Buffon. Je parlais de la famille Bernoulli, qui a donné cette personne dans la famille Bernoulli, hein, de Fermat, enfin, tous les grands mathématiciens, je veux dire, connaissent tout ça, je veux dire, les calculs de prévision, voilà, pour trouver, je veux dire, la prévisibilité de certaines choses. Et attention que la prévisibilité quand les calculs étaient connus, tous ces calculs-là sont sortis avec des lois spécifiques de possibilités de prévision. Là, on retombe, ils vont tomber dans des mains, ils vont apparaître dans des mains, c'est-à-dire des mains commerciales, des mains militaires, des mains hospitalières, des mains, je veux dire, comment on appelle ça, de bureau national de statistiques. Enfin, beaucoup de gens vont s'accaparer et reprendre ces lois-là pour des lois atomiques aussi. On les verra dans les lois atomiques. Hein, je veux dire, par exemple, si je prends une des lois atomiques sur comment on appelle ça, le modèle de Bohr, modèle atomique de l'atome de Bohr, hein, elle parle de trouver l'électron dans un espace donné au travers de la statistique. Bon, sachant que l'électron va très vite. Hein. Bon, donc, vous voyez que l'évidence, c'est pas si évident, parce que le temps on va faire une loi pour savoir s'il est là, mais il est déjà plus là. Hein, je veux dire, il est déjà ailleurs. On étudie un temps T1, mais il est déjà ailleurs. Voilà, donc on va y faire une étude temporelle, je veux dire, de trouver l'électron à un endroit bien précis. Bon, et tout ça, c'est pas pour trouver l'électron à un endroit précis, parce qu'on s'en fout, on ne saura jamais où il est. Mais tout ça pour tirer des lois spécifiques avec comment on appelle ça, la densité de probabilité de trouver, enfin, pour les lois de densité de probabilité de trouver l'électron à un endroit donné pour aborder des lois spécifiques de l'atomistique. Voilà, et c'est rien que pour ça. Donc on va introduire des notions. Comme on ne peut pas l'appréhender au niveau expérimental, enfin, on ne peut pas l'appréhender au niveau, comment on appelle ça, mathématique, ben on fait appel à des lois statistiques, parce que voilà, c'est des lois statistiques qui vont nous aider à entrevoir certaines choses, parce que sinon sans ça on n'est pas beaucoup aidé. Voilà, je vous remercie beaucoup.